Alors bonjour, je suis avec Fabien Delettre, qui vient d'arriver de Paris et qui est originaire de Bretagne. Tout à fait. Avant de te laisser te présenter, je voulais juste te dire que tu étais un ami de mon fils Pierre-Antoine. Vous êtes connu au studio de France, je crois. C'est ça, c'est ça. Donc effectivement, cette interview, je suis un peu pistonné. Hein. Je suis là grâce à ton fils. Hein. Voilà. On s'est connus au studio École de France, c'est ça, et à Virgin Radio. Et à Virgin Radio, parce que tu as travaillé avec Cyril Hanouna. C'est ça. Comme Pierre-Antoine. Exactement. Voilà. Donc toi, tu es d'origine bretonne. Tu es né près de Guingamp, un petit village près de Guingamp, je crois. Alors moi, je suis né à Saint-Brieuc, mais j'ai vécu dans un village effectivement qui est tout près de Guingamp, qui s'appelle Pabu. Voilà, Pabu. Alors dans ce réseau, Pabu, c'est une ville qui porte mal son nom en Bretagne, mais bon voilà, ça s'appelle Pabu. Et voilà. Et tu fais régulièrement des allers-retours entre Vannes, enfin la Bretagne et Paris. Tout à fait. Et donc là, je suis à Vannes aujourd'hui puisque j'ai ma compagne qui habite à Aradon. Et donc juste à côté de Vannes. Et comme je suis en séance de dédicace ce week-end en plus du côté de Concarneau-Douarnenez, tu vas me dire quel rapport on est à Vannes. Oui, mais bon, c'est à peu près le secteur, donc ça peut m'intéresser dans le coin. Et sinon, ma famille, mes parents, ils habitent toujours à Trégastel, c'est à côté de la Lignon. C'est joli la région. Tu connais, c'est Côte de Granit Rose. Bien sûr, ouais. Et puis j'ai la chance aussi, ils ont une maison de famille du côté de Saint-Malo, donc je passe aussi énormément de temps à Saint-Malo. Voilà. D'accord. Tous les 15 jours à peu près, je travaille la semaine à Paris, et puis tous les 15 jours, je reviens 3-4 jours en Bretagne. Des conditions de vie et de travail pas trop désagréables, on va Exactement. dire. Alors avant de parler de l'objet de ton délit, ou plutôt de ton délire, pas mal. sur les Bretons, je voudrais que tu me fasses un petit résumé rapide de tes épisodes précédents. Alors qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver là, c'est ça? Avant de travailler pour la télévision, avant d'écrire. Alors écoute, alors mes épisodes précédents, c'est déjà la passion de l'animation et du rire. Quand j'étais plus jeune, je faisais l'animateur en colonie de vacances et dans les centres de vacances. Et puis donc je fais mes études à Aradon et je découvre à Aradon une radio qui s'appelle Océane FM, d'ailleurs qui existe toujours, je crois. D'accord. Et puis ça faisait très longtemps que je rêvais d'aller dans le divertissement, plutôt télévision et radio. Et je finis mes études donc à la fac à l'UCO d'Aradon et je m'envole pour Paris, la capitale, que je ne connaissais pas. J'étais vraiment une découverte. Ah, une découverte. Une belle découverte. Je connaissais pas du tout la région parisienne. Ça a été un petit peu dur au début, puis après voilà, je me suis adapté et j'ai compris les codes, hein, qui sont pas les mêmes qu'en Bretagne. C'est quand même moins chaleureux, moins bienveillant qu'en Bretagne. Et puis après j'ai bourlingué un petit peu. En tout cas, j'ai rencontré en allant à droite à gauche quelques animateurs, des gens avec qui j'ai essayé d'apprendre le métier. Et puis je suis devenu ce qu'on appelle un auteur, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire les textes des animateurs et des présentateurs pour les émissions, parce qu'il faut savoir c'est un métier qui est pas forcément connu. Ton fils en sait quelque chose, puisque d'ailleurs je veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai quand même fait engager ton fils la première fois en tant qu'auteur également pour Cyril Hanouna. D'accord. Donc effectivement, il y a des gens comme Cyril Hanouna, comme beaucoup d'autres, Camille Combal. Oui, c'est un copain de Pierre-Antoine aussi. Exactement, voilà. En fait, les gens ne savent pas forcément. Beaucoup d'animateurs, notamment dans le divertissement, ont des gens qui écrivent pour eux. Ça veut pas dire qu'ils sont pas drôles, bien entendu, mais ils ont besoin de contenu pour leurs émissions. Et donc, notre travail, c'est de remplir les petites cases. D'accord. Donc cette rencontre était un peu déterminante avec Cyril? Elle était déterminante puisque c'est vrai que c'était il y a 16 ans, t'imagines. Donc il était vraiment inconnu à l'époque. C'était sur Rire et Chanson au début? Tout à fait, donc tu es bien renseigné. J'ai commencé avec lui sur Rire et Chanson. Et puis et donc on n'était que 2 à l'époque, alors que maintenant c'est devenu une multinationale. Et puis c'est pour ça que voilà, moi j'ai vraiment gardé un lien affectif très fort avec lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, effectivement c'est quelqu'un qui segmente pas mal, mais après moi j'oublie pas, déjà je cracherai jamais dans la soupe et j'oublie pas ce que j'ai connu avec lui. Donc j'ai connu des moments qui étaient très difficiles avec lui, en tout cas pour lui. Maintenant lui le succès lui sourit. Donc voilà, j'ai passé et je continue à travailler avec lui d'ailleurs 2-3 jours par semaine. Je fais pas mal de choses pour lui. Mais ça n'empêche pas d'avoir plein d'autres activités à côté, avec d'autres journalistes. J'ai bossé pour d'autres émissions, toujours dans l'écriture. J'ai fait aussi un petit peu d'animation radio avec lui, sur Virgin Radio. D'ailleurs, j'étais co-animateur avec lui. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir enfin écrire mon livre. Parce que avant, j'écrivais aussi des livres. Alors, je peux pas le dire forcément, parce que les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup de gens. Je me suis posé la question d'ailleurs. Ah oui? C'était le premier ou si tu en avais? Non, alors comme ça, je vais te répondre, Alain, je vais être honnête avec toi. Il y a certaines célébrités ou humoristes qui ont tellement d'activités qui signent des livres, mais qui n'écrivent pas forcément eux-mêmes. Alors, à l'époque, on disait nègre, maintenant on dit collaborateur artistique. On dit breton maintenant. Là. Ouais, maintenant on dit breton. Et donc voilà, je dirais pas les noms parce que voilà, c'est très professionnel, mais donc j'en ai fait pour certains. Et à un moment, on m'a contacté. Quelqu'un m'a contacté en me disant je sais que c'est toi qui as fait ce livre pour telle personne. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous faire un livre pour nous?
et sur le sujet que tu veux. Et moi, ça faisait très très longtemps que je voulais évidemment parler d'une région que je connais très bien, parce que ma mère est l'encyclopédie de la Bretagne. J'ai bourlingué en Bretagne toute ma jeunesse, au moins jusqu'à mes 20 ans. D'ailleurs, je suis très peu sorti. Ça m'a fait du aussi vraiment de sortir, de m'ouvrir un peu à autre chose que la Bretagne. Mais bref, c'est quelque chose. Tu sais, quand tu pars, quand il y a beaucoup, t'as envie de partir, et puis quand t'en es loin, t'as envie d'y retourner. Exactement. Et ça m'a fait envie. Et voilà, j'ai dit, voilà, c'est un sujet qui me passionne, la Bretagne. Est-ce que voilà, vous m'autoriseriez à vous proposer quelque chose là-dessus et vous parler de ce que je connais mieux, aussi bien le patrimoine culturel que la richesse de nos paysages, mais surtout quand même de manière drôle, en parlant des expressions que j'avais connues moi, quand j'étais jeune, et puis aussi ce côté, moi je suis à Paris et je reviens en Bretagne, ça me faisait rire de faire le guide à l'attention des Parisiens pour continuer en Bretagne et ne pas commettre de faux pas, tu vois, ce genre de choses, et voilà, c'est comme ça que ce livre est né. D'accord. Donc un livre avec qui tu as travaillé pour les illustrations, pardon. Donc Alto, je sais pas. C'est ça, il s'appelle Alain Alto. Alain Alto. Voilà. C'est un. Alors moi je le connaissais pas avant ce projet, puisque alors je ne suis pas dessinateur, mais je voulais évidemment un livre illustré. Déjà pour égayer, parce que la Bretagne c'est coloré, donc il fallait de la couleur, et puis je voulais que ce soit un livre familial. Et donc mon éditeur m'a proposé de travailler donc avec ce dessinateur que je ne connaissais pas, qui est d'origine belge, mais qui a un très beau CV, puisqu'il travaille pour le Petit Spirou avant, le genre les Petits Spirou. Et pour ceux qui connaissent bien la bande dessinée, c'est alors lui, le nègre, pour reprendre le terme, de Franck Margerin. Alors Franck Margerin, si tu connais un peu la BD, c'est celui qui a fait Manu, celui qui a fait... il est très connu, Franck Margerin. Voilà, c'est ça, qui a fait pas mal de choses sur la moto et tout ça, enfin des trucs assez rigolos. Et puis lui, voilà, on s'est découvert, donc c'était à l'occasion du confinement, donc on a travaillé à distance. Moi j'écrivais donc tous les textes du livre, et puis je lui demandais, est-ce que là tu peux me faire un petit dessin, je voudrais un soleil, avec un monsieur qui dit ça, tu vois, je lui faisais ce qu'on appelle les crayonnés, et je l'envoyais, puis lui me renvoyait les dessins nickel que vous voyez dans le livre. En tout cas, le résultat est magnifique. Ah, ça te plaît ? Oui, les dessins sont superbes, les texts beaucoup moins. Non, je rigole. Mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, j'ai été très touché par les. Aussi, hein. C'est gentil pour les textes, mais en tout cas, les images, faut rendre hommage à cet excellent dessinateur, parce que si tu veux, dans la BD, alors moi, je suis pas forcément hyper calé en BD, mais je sais quand même apprécier des choses ou pas, et je trouve qu'il y a une tendance quand même à certains visages, tu sais, à des visages un peu anguleux, un peu modernes et tout. Et moi, c'était pas du tout ma génération. Moi, je suis la génération Boule et Bill, moi je suis Tintin, moi tu vois, moi je voulais des personnages ronds, de la couleur et tout ça, et on s'est très bien entendu là-dessus. D'accord. Alors quand on ouvre la BD, voilà la BD, la couverture, on tombe sur la préface de Guillaume de Tonquédec. Tout à fait. Voilà, ça c'est sympa. Ah bah ça a été un superbe cadeau que m'a fait Guillaume. Alors je vais pas mettre de Guillaume, même si je le vois encore. Hein. Alors, si tu veux, je peux te raconter la rencontre avec Guillaume. Bien sûr, tout à fait. Si tu veux, je savais que, enfin, je cherchais quelque chose pour introduire le livre. J'avais beaucoup de choses à dire dedans. Alors, faut dire aux gens, c'est pas une histoire, hein, mais c'est un chapitre avec plein d'humour et on peut le lire dans tous les sens. Tout à fait. Il y a des gens qui me disent, on le lit aux toilettes. C'est très bien, moi, ça va très bien. Ça veut dire qu'on prend du temps à le lire. L'important, c'est de le lire. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, je me dis, qu'est-ce qui pourrait introduire de manière un peu globale tout ça. Je me suis dit, tiens, quelqu'un qui connaît la Bretagne, ou qui aime la Bretagne, ou qui est de Bretagne. Et puis je me suis dit que c'était plus rigolo de prendre quelqu'un de l'extérieur, parce que les gens ne savent pas forcément, mais Guillaume de Tonquédec, il n'est pas breton. Il a un nom breton, il a une ville à son nom, il a le château de Tonquédec qui appartenait à sa famille, mais lui, comme il le dit, il est breton de cœur. Et moi j'avais lu une interview de lui dans le magazine Breton d'ailleurs, et j'avais trouvé ça charmant, il décrivait les choses, je me suis dit, ah lui, ça il me touche vraiment dans sa description de la Bretagne, et de Trégastel, puisque moi je connais pas mal Trégastel, puisque mes parents y habitent, et je l'avais croisé plusieurs fois là-bas sur les marchés, je n'avais pas voulu l'apportuner, mais bon, de par mon métier, je l'avais aussi croisé en loge, sans lui en parler directement, donc j'avais quand même son contact, et je lui ai envoyé un message un jour en disant, voilà, je m'appelle Fabien Delettre, je suis en train de travailler sur un livre sur la Bretagne, j'aimerais savoir si vous aviez envie peut-être de me raconter ce que vous dites quand je dis le mot Bretagne, ce que ça vous évoque, tout ça. Et puis, bon, j'ai tenté le message. Et contrairement à ce qu'on dit maintenant, les jeunes ils nous mettent en vue, c'est-à-dire vous savez ils regardent juste le message et puis ils répondent pas. Et ben lui il m'a répondu, il m'a dit écoute pourquoi pas, il avait beaucoup de travail à l'époque, il tournait, il tourne tout le temps, mais il m'a dit est-ce que tu peux m'envoyer quand même 20-30 pages que je vois ce que ça donne pour pas affilier mon image à quelque chose. Bien sûr. Voilà. Surtout que moi c'était vraiment bénévole. Moi je lui ai dit en plus à la base avant que ça devienne ce braise seller comme j'aime bien dire maintenant, ça devait rester un petit livre, voilà, un livre en tout cas qui me faisait plaisir, mais
qui ne devait pas avoir le succès qu'il a eu aujourd'hui. Bien sûr. Et même si on l'espère toujours. Et donc voilà, je comprenais tout à fait que son image, en plus, voilà, qu'il fallait qu'il sache ce qu'il y a dedans. Je lui ai envoyé les 30 premières pages et là il m'a recontacté, il m'a dit écoute j'ai lu, j'ai trouvé ça super, moi ça m'a parlé, ça m'a fait rire, banco je te fais la préface. Et il m'a fait cette préface, donc on s'est rencontrés à Paris, hein, pour la faire courte, mais même si je suis un peu assez bavard, et puis on a discuté de ça et il m'a raconté des choses qui m'ont parlé et je me suis dit moi je vais pas bien les raconter, je préfère que vous, tant pis, ce sera pas forcément dans le ton du livre. D'ailleurs, vous remarquerez que lui, il écrit plus, juste sa préface, est plus empreinte de poésie parce que lui, c'est à son image, donc c'est pas aussi déconnant entre guillemets que la suite, mais au moins ça mérite d'être vrai. Et puis il parle de la Bretagne de manière sublime. Alors, je l'ai pas mis dedans parce que c'était trop intime, mais il m'a sorti cette phrase. C'est comme moi, c'est un grand romantique aussi. Il a rencontré sa chérie, sa femme, pardon, maintenant, à Perros-Guirec, et puis il raconte que c'était un moment où il pleuvait, il raconte, c'est très romantique, que pour lui la pluie est devenue un symbole d'amour, puisque les larmes coulaient sur son visage quand il a... C'est beau ça. Voilà, c'est une histoire magnifique que j'ai dit, il faut la raconter, il m'a dit, non, voilà, restons quand même dans le ton du bouquin, on n'est pas là pour faire un truc. Mais voilà, donc lui c'est vraiment la personne que je trouvais qui correspondait parfaitement, et il a fait une superbe préface, et d'ailleurs, je suis content que tu l'aies remarqué, parce que tout le monde m'en parle en disant, c'est super cette préface. C'est vrai, hein. Donc pour entrer un peu plus dans le livre maintenant, c'est un livre qui mélange à la fois humour et vérité, hein, quand même. Tout à fait. Et comme on dit, ça gratouille et ça chatouille, quoi. Oh, quelque part. C'est joliment dit. Oui, parce que je me suis dit, d'ailleurs, c'est ce que mon éditeur me disait, oui, Fabien, tout a été raconté sur la Bretagne. Je dis oui, mais tout a été raconté, et pas vraiment, parce que moi, quand je regardais un peu le livre que je voyais, où je trouvais des trucs ultra déconnants, du style des qui sont très bien, des bouquins, par exemple, Tu es breton, si, et puis t'as que des blagues à la suite, ou à l'inverse, t'as un guide du routard, tu vois, sur les régions. Et moi, j'ai envie de faire le mélange. Je me suis dit, on peut, je pense, apprendre en s'amusant. Et sans se moquer forcément de nos traditions, mais au moins en rire et puis montrer que le breton a beaucoup d'autodérision, toujours sur un fond vrai, c'est-à-dire toutes les villes dont je parle, les lieux que j'ai rencontrés, d'ailleurs Vannes, ça m'a permis un peu d'apprendre beaucoup de choses sur Vannes. Je sais pas si tu as eu le temps de lire le chapitre sur Vannes, mais par exemple, c'est un truc tout bête, je m'étais jamais posé la question pourquoi il y avait la statue de Saint-Émilion, Saint-Émilion à Vannes, et en fait c'est un ermite de Vannes, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Bordelais ils boivent du Saint-Émilion, et c'est quand même un mec qui était l'intendant du camp de Vannes qui a débarqué chez eux, et tu vois ces choses-là, par exemple, quand tu passes devant la mairie de Vannes, plusieurs fois je me suis dit mais c'est marrant, ça me dit quelque chose, bah oui, ça me dit quelque chose, parce qu'en fait la mairie de Vannes, c'est Charrier, c'est le même architecte que la mairie de Paris, et donc c'est exactement la même. Exactement la même. Vrai, et tu vois, par exemple, ça, tu peux le dire en disant, bah oui, si vous passez deux, moi j'ai dit direct en disant, alors attention, il y a un plagiat, faut le savoir, Anne Hidalgo va faire la gueule, on lui a piqué l'architecte. Rassurez-vous, on lui a pas piqué les bouchons et les couloirs de bus, tu vois. Mais tu vois, ça faisait, j'apprenais des choses, moi, en travaillant, en discutant avec ma mère qui connaît parfaitement la Bretagne, et je dis, mais ça, on peut la raconter de manière rigolote, tu vois. Bien sûr. Et c'est comme ça que, par exemple, si je raconte dans le livre, mais en fait des questions que je m'étais posées, puis je dis mais il faut aller plus loin que ça. Pourquoi quand on arrive à Montparnasse, à la station tu vois, de métro Montparnasse, quand on vient de Bretagne, il y a écrit bienvenue. Bienvenue, bah oui. Et alors c'est rigolo parce que quand tu réfléchis pas, tu te dis bon peut-être que les Parisiens te disent bonjour. Alors quand tu connais les Parisiens, tu sais qu'ils peuvent pas te dire. Il y a bonjour. Un tréma sur le. Oui, il y a un tréma sur lui, tout à fait. Et en fait c'est Fulgence Bienvenue qui était un gars de Côte d'Armor qui est l'inventeur du métro. Et donc en fait pour lui rendre hommage, la station donc qui vient de Bretagne, la première station Montparnasse, c'est Montparnasse Bienvenue, c'est son nom de famille, tu vois. Ça c'est des trucs, tu peux en rire et en même temps tu apprends des choses, c'est sympa. Bien sûr, c'est intéressant. Donc il y a des messages que tu as eu envie de faire passer à travers tes textes. Les messages, je dirais. Alors des messages, là je vais faire un peu de romantisme, d'amour, non mais des messages surtout montrer qu'on a beaucoup d'humour et qu'on peut être chauvin tout en étant rigolo, c'est-à-dire c'est souvent on rigole et on dit oui, c'est ce que j'en dis, oui, il y a beaucoup de clichés, les clichés, oui, mais les clichés s'ils sont là, c'est qu'ils existent, c'est pour être drôle. Oui, c'est vrai qu'en Bretagne, les Bretons, 3 fois par jour se demandent la météo. Oui, quand tu vas te baigner, à chaque fois tu es obligé de dire à tes copains, tu sais que je me suis baigné aujourd'hui. Quand tu vas en Corse, il n'y a personne qui va te dire, qui va t'appeler pour te dire, tu sais que je me suis baigné aujourd'hui. Bah oui, parce que tout le monde se baigne en Corse. Mais tu vois, des choses comme ça qui font que, oui, c'est cliché dans le sens, oui, c'est un peu réducteur. Et moi je voulais montrer qu'on pouvait en rire et oui, pourquoi la bigoudaine, on met toujours une bigoudaine comme ça, on symbolise la Bretagne avec la coiffe bigoudaine, mais personne s'est posé la question pourquoi elle a ça sur la tête. Et toi, je peux te le dire rapidement.
c'est parce que c'est déjà un signe de révolte. Ça montrait que les Bretons, tu vois, ils en avaient déjà dans le caleçon. C'était, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était à l'époque de Louis XIV, mais c'est qu'à un moment, la Bretagne était une des villes où ils avaient du mal à tenir les gens, ça continuait. C'est un peu l'époque, on va dire, on est les ancêtres des Gilets jaunes, tu vois. Un peu révolté. L'esprit toujours révolté. Et pour calmer les Bretons qui se rassemblaient toujours au milieu du village, c'est-à-dire à l'église, pour organiser, on va dire, leur manifestation, et ils ont dit, bah, vous savez quoi, on va leur couper les clochers, ça va les calmer. Et le signe de protestation qu'ont eu les Bigoudens, c'est elles de mettre leur coiffe tout en hauteur, on montre, voilà, nous, vous ne couperez pas les clochers, tu vois. Tu vois, ce genre de choses, c'est sympa, tu les apprends, tu les lis, tu rigoles avec ça, et puis, voilà, on fait tous la Bigouden, ça nous fait rire, mais pourquoi on l'a fait, tu vois, c'est ces questions que je me suis posées et auxquelles j'ai essayé de répondre. C'est des choses que tu as su dans ton enfance ou tu as interrogé des gens? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai su dans mon enfance, parce que comme je parle souvent de ma maman, d'ailleurs, je la cite à la fin, Mamité, parce qu'elle c'est une passionnée de Bretagne, elle a bourlingué, donc j'ai toujours été abreuvé d'histoire, mais il faut dire la vérité, qui m'intéressait pas forcément quand j'étais petit, je comprenais pas toujours et tout. Et puis après tu grandis, puis tu dis ah ouais c'est intéressant, et tu te rends compte que ce que tu penses connaître n'est pas forcément vrai, donc tu te renseignes et tout. Et puis pour faire par exemple, il y a toute une partie qui est quand même sur les jurons bretons. Alors ça tu vois, ça m'a fait rire parce que j'en entendais souvent, mais moi n'étant pas bretonnant pur, même si ma mère elle parlait le breton, moi j'avoue je maîtrise pas assez, je connais c'est pas une langue facile, hein. Voilà, moi je connais, c'est pour ça que je revendique pas du tout Bréizou, tu sais comme on pourrait dire. Moi je connais les noms, je connais des Gamermat et des trucs qui sont sur les paillassons que t'achètes quand t'es touriste. Mais donc pour ça, typiquement, comme je voulais rendre le truc quand même très crédible, je me suis rapproché d'un guingampais qui est assez connu dans le milieu, qui s'appelle Tugdual Lelay, qui est un ancien copain on habitait dans la même rue, et lui qui est vraiment porte fièrement les valeurs de la Bretagne et surtout au niveau de la linguistique si tu veux. Et lui voilà, il a pris le temps de bien m'expliquer et de bien surtout à chaque fois que j'utilise un mot breton, je mets bien comment faut le prononcer et tout, parce que à la limite c'était pas le problème de savoir comment le prononcer, c'était pas ça que je cherchais à savoir, mais c'était pourquoi on disait ça, pourquoi on traitait un mec d'âne cornu, pourquoi on disait comme je dis dans les trucs, pourquoi certaines insultes, d'où elles viennent et qu'est-ce que ça traduisait. C'est là que tu te rends compte que c'était très très imagé, les jurons bretons, ils sont très drôles en fait, tu vois. Et ces choses là ça me faisait rire, et comme tu vois je maîtrisais pas bien le sujet, je voulais être sûr de ce que j'annonçais, donc il fallait que je prenne le temps. Je voulais surtout pas que tu vois que des bretonnants se sentent trahis en me disant ouais mais toi t'as fait un bouquin sur les bretons alors que tu parles pas breton. Et ça m'arrive parce que en dédicace je parlais avec beaucoup de gens, les gens sont très sincères et ça tombe très bien. Je leur dis ah mais moi je me revendique pas du tout, je dis moi je suis pour que tout le monde puisse, alors si on peut évidemment transmettre la langue bretonne c'est génial et tout, moi j'ai pas été élevé là-dedans, j'ai des copains qui étaient à l'école d'Iwan, donc eux vraiment ils parlaient breton à fond, mais justement ce livre il est pour tout le monde, il est pour ceux qui ont envie de conserver les traditions, puis ceux aussi qui ont envie de s'ouvrir, et surtout même si je fais une blague sur le côté très chauvin, moi j'accueille à bras ouverts tous ceux qui veulent venir dans cette région, parce que les gens qui viennent ici ils viennent pas par hasard, tu vois, tu viens pas en Bretagne par hasard. Il y a une histoire de cœur. Bah voilà, exactement. Donc, et puis le nombre de gens, quoi. C'est marrant quand tu parles de la Bretagne, tu trouves un sujet commun, tu peux être n'importe où, tu peux être en Martinique, tu peux être aux États-Unis. Tout de suite les mecs qui disent entend déjà la mer. Ah t'es breton, toujours tu vois, c'est un truc qui nous lie quoi, les uns aux autres, c'est rigolo quoi. C'est une région qui attire beaucoup, donc. Et puis une région, un pays de légende aussi. Donc, exactement, un pays de légende. J'en parle aussi pas mal dans le bouquin, les légendes assez rigolotes. Et donc, il y a une rubrique que j'aime beaucoup, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Tu as des petites annonces. Alors, je me suis posé la question, c'est des petites annonces vraies ou que tu as inventées? Alors attends, il était une fois dans l'Ouest. Ouais, mais sur les petites annonces, quand tu parles, tu entends quoi par petites annonces? Des petites annonces. Ah non, tu parles des articles? Oui, ou pas des petites annonces, des articles. Ah oui, des articles. Non, ça me tenait vraiment à cœur. Non, ce sont des vrais articles. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, j'ai gardé le titre, qui est très accrocheur et très rigolo. Après, évidemment, pour résumer l'article qui était trop long, je l'ai mis à ma sauce et j'ai mis un petit peu d'humour dedans. Mais à chaque fois, les titres, par exemple. Tu parles d'une annonce, C'est-à-dire que à chaque fois, ce sont les unes des journaux. C'est-à-dire que d'ailleurs, je mets les sources pour ceux qui sont d'ailleurs intéressés. Bien sûr, par exemple, j'ai vraiment vu dans les journaux. Donc là, par exemple, il y avait, tu vois, qu'est-ce que j'ai, tu vois, Brest.
Attends, mais t'as quand même eu ça, hein, en une, alcoolisé et sans permis, l'unijambiste conduisait à l'aide d'un balai. Tu vois, tu dis c'est une blague, c'est pas possible. Et tu dis ça n'arrive que chez nous, ça. Et tu lis l'histoire, effectivement, t'avais un gars qui était handicapé et qui s'est fait stopper sur la route, il avait un balai pour accélérer, tu vois. Et tu lis l'histoire, tu dis mais c'est fou. Et t'as plein d'histoires comme ça. Et c'est vrai que nous, la presse locale en Bretagne, on se rend même plus compte de ce qui passe dedans. Mais, bien sûr, mais c'est trop rigolo. Et d'ailleurs, moi, maintenant que je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, comme vous, sur YouTube, je m'amuse des fois à lire la presse et à la presse bretonne, et puis après à en rigoler. Par exemple, il y a quelques jours, je voyais, c'était dans le Télégramme, il y avait un truc qui s'était présenté comme un drame, c'était le record du monde du crachet de bigorneau n'avait pas été battu cette année. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Et donc je me disais, ah oui, effectivement, là c'est la drame nationale en Bretagne, tu vois. D'ailleurs, j'embrasse Alain Jourdan qui nous a quittés, qui est toujours le recordman avec 11 mètres, un très beau crachet de bigorneau. D'ailleurs, j'en parle dans ce livre. Et puis des choses comme ça, tu vois, ça me faisait rire. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai fait une blague là, il y a pas longtemps, ça m'a fait beaucoup rire parce que il y a eu, donc là on est à l'heure où on tourne cette interview, on est en septembre, et il y a eu 3 jours, comme tu l'as remarqué, de grands soleils, c'est-à-dire où on a dépassé les 30 degrés, mais ça a été la panique dans les médias. C'était canicule en Bretagne, on n'a jamais vu ça en septembre et tout. J'ai même vu un article où c'était comment les touristes et les habitants arrivent à s'adapter, tu vois. C'est-à-dire qu'on en est là, il y a 3 jours où il fait 30 degrés, c'est la panique et tout. Alors tu imagines justement, en Bretagne il fait toujours 30 degrés l'été, 15 juillet, 15 en août. Ouais, alors c'est une blague parce que tu vois, moi ça me fait rire parce que effectivement, nous, c'est-à-dire que quand on nous dit oui, il fait pas beau en Bretagne et tout, bah oui, on en rigole parce que des fois on sait qu'il pleut, mais il fait beaucoup plus souvent beau, mais comme les gens sont pas là tout le temps, on n'a pas de bol, ils sont venus un week-end où effectivement peut-être qu'il a plu, tout ça. Mais de manière générale, on sait que les gens aiment rire du fait que l'eau est un peu fraîche, que effectivement des fois il y a des... D'ailleurs c'est rigolo, j'en parle, je sais pas si t'as vu, j'ai tout un chapitre sur la pluie, où dans n'importe quelle région tu peux dire il pleut, et puis nous on a 5-6 manières de dire qu'il pleut. Ça peut être de la bruine, ça peut être du crachin, ça peut être, tu vois, c'est ces trucs. Et puis on dit aussi qu'en Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour. Exactement. Donc, c'est vrai. Alors j'aime bien aussi quand tu dis en Bretagne on est écolo, pas alcoolo, on boit de l'alcool pour économiser l'eau. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs tu m'as servi de l'eau tout à l'heure, je me suis dit, c'est pourquoi faire, c'est peut-être pour laver les patates, je sais pas. Non, c'était pas du gin, c'était de l'eau, effectivement. Oui, on tourne à l'eau, c'est important de le dire. Mais exactement, voilà. Alors j'ai noté aussi 2-3 petites choses. On ne choisit pas d'être breton, on a juste un peu de chance. On ne choisit pas d'être breton, on a juste eu un peu de chance, oui c'est ça. C'est ça. Donc, parce que ça me faisait rire, tu vois, c'est une phrase, c'est pareil, je reste toujours un peu sur le côté chauvin, c'est rigolo, parce que c'est quand même, la Bretagne, c'est assez fort, parce qu'il y a tellement de gens, d'ailleurs c'est rigolo, parce que j'ai repris la fois, il y a pas longtemps, sur une phrase que j'avais vue qui m'a fait rigoler, c'était une discussion que j'avais entendue, et le mec il disait, mais t'es breton ? Le mec dit oui, ou t'es breton. Et ah oui. Et je me dis, il y a un stress, les gens se disent, c'est comme là, tu vois, oui mais attends, quand tu dis que t'es breton, sur ta carte d'identité, il y a écrit que t'es breton, tu sais, c'est un peu, tu sais que c'est le même délire avec les Marseillais. Moi je savais pas, j'ai un copain, il me racontait que quand t'es Marseillais, tu vois, j'allais dire pur beurre, n'importe quoi, t'es pur bouillabaisse, et ben tu veux que ton enfant, sur sa carte d'identité, il est Marseille. Donc il faut, même si tu habites à 30 ou 40 bornes de Marseille, tu veux accoucher à Marseille. Ah oui, d'accord. Pour qu'il y ait le tampon, tu vois, marseillais. Okay. Et ben ça fait donc là, pareil. Et ben là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont. En fait, les gens, ils ont vraiment, je vois, ils sont en recherche de dire non, mais moi je connais un breton, puis je suis breton. Parce que et c'est marrant, cette recherche, ce besoin de se prouver, alors qu'il n'y a rien à prouver. Moi, je dis toujours, si t'aimes la Bretagne et que les valeurs te parlent et que ça te fait plaisir, il n'y a pas besoin d'avoir un tampon. Évidemment. C'est ça, c'est une région qui est beaucoup plus ouverte. Je pense que ça change un petit peu les mentalités. Je suis d'accord avec toi. C'est une région qui est beaucoup plus ouverte que ce qu'on croit. Ah, mais carrément, mais c'est bien, c'est une région accueillante aussi. Exactement. Par les paysages. Tu vois, moi la Corse, j'adore parce que j'ai d'ailleurs des amis corses et tout. La Corse, ils sont, tu vois, un peu plus refermés sur eux, tu vois. Tu sais, comme ils disent, ouais, les touristes, on les aime bien en juillet, en août et tout. Moi, j'ai franchement, même si effectivement j'ai grandi avec le côté, d'ailleurs je fais des blagues dessus, entre guillemets anti-parisien, on fait souvent des blagues là-dessus. Ah bah lui c'est un parisien, lui c'est un parisien, mais un peu on va dire comme tous ceux qui rient la capitale, et puis comme on a un pays très centralisé, c'est un peu normal. Mais je trouve que vraiment les Bretons sont très ouverts et de n'importe où, les gens te diront. En Bretagne, je me suis fait saluer, je me suis fait payer un coup, on m'a aidé pour un truc, je sais pas, j'ai pêché, un mec qui m'a raconté, il m'a donné son astuce. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie solidarité, générosité et humilité. Je trouve que le Breton il est vraiment humble. On n'est pas là en train de se la raconter, et ça fait que. C'est pas les Marseillais. Exactement. Je pense qu'on a j'allais dire un peuple, aussi un peuple facile d'accès, tu vois, et on a envie de partager ce qu'on aime, quoi.
Alors je savais pas qu'il y avait le roi du reggae qui vivait en Bretagne. Ah oui, bah, Bob Marley. Bob Marley, excellent aussi. Et d'ailleurs dans le prochain tome que je suis en train d'écrire, il y a aussi une chanteuse américaine. Il y a Mariah Carey. Ah oui, Carey. Oui, Carey, la ville des charrues, des vieilles charrues, exactement. Donc il y a aussi les noms des villages bretons un peu sexy. Il y a Cornu. Ouais, tout à fait. La Culbute. Ouais. La Braguette. Alors, c'est chaud, hein. La Braguette, c'est très rigolo parce que tu sais que la Braguette, c'est là où c'était à côté de chez moi, c'est à côté de Guingamp. Et c'est rigolo parce que moi j'empruntais je passais par la Braguette justement pour aller dans une discothèque. Et donc c'était rigolo parce que. Tu passais par la Braguette. J'ai passé par la Braguette et donc c'était nos blagues. Ça s'appelait le Calife à l'époque, le Californien. Je pense que ça n'existe plus, hein, mes souvenirs ont quand même 20 ans. Mais c'était rigolo, on disait bon les gars, allez hop, c'est le moment de sortir la Braguette. On va en boîte de nuit. Et puis il y en a un plus sobre qui est, que tu connais bien, parce que je crois que tu es originaire de pas loin de Pabu. Pabu, bah voilà, c'est là que je te disais, c'est. Je disais tout à l'heure. Pabu, c'est la ville qui porte, le plus mal son nom, voilà la preuve, tu vois. Effectivement, j'habite à Pabu. Alors justement, tu viens de m'en parler, tu as des nouveaux projets d'écriture. Oui, tout à fait, là je suis, au moment où je te parle, je suis en pleine écriture du tome 2. Alors le tome 2 qui lui sera qui en fait aura la même essence, le même humour, le même fond, entre guillemets, que ça. Sauf que je vais le raconter par le prisme d'une famille bretonne, avec des personnages bien ciblés, un peu caricaturaux, mais pour bien montrer, tu vois, la mamie qui tient la crêperie, la mère de la famille qui est normande, donc elle a du mal à se faire accepter dans la famille, le père qui est anti-parisien, mais en même temps il est bien content qu'il soit là pour gagner de l'argent, et des choses comme ça. Et donc ça s'appellera toujours Tout est bon dans le breton. Ce sera donc le même dessinateur, donc les gens seront pas perdus. Ce sera le même, si tu veux, le même habillage, le même enrobage. Comme ça, on est dans les souliers. J'ai même envie de dire dans des bottes et des bottes bretonnes. Et puis, sauf que là, je vais utiliser les mêmes personnages pour nous faire voyager tout au long de leurs aventures. Et pourquoi pas après comme ça continuer. Comme ça permettra, si tu veux, dès que j'ai, tu vois, en plus, tu vois, il y a plein d'infos rigolotes que j'apprends au fur et à mesure. Et je lui dis tiens, j'ai pas pu les placer dans ce livre et tout. Par exemple, je te donne une que j'ai appris il y a 3 jours. C'est rigolo, par exemple. Un scoop. Et donc, qui sera dans le livre et de manière rigolote, c'est que, tu sais, par exemple, pour le film Les Bronzés, tu te souviens de la fameuse scène de Jean-Claude Duss, où il est avec les algues, là? Tu te souviens? Ah oui, et ben, en fait, de l'eau, ça, et ben, ils étaient en train ils ont tourné ça, donc, je sais plus, dans un pays, d'Afrique, je sais plus quel, c'est pas ça le plus important. Mais, là-bas, pas d'algues pour faire cette scène. Et personne n'y avait pensé. Et ben, ils ont envoyé un mec, en Bretagne, récupérer une valise remplie d'algues, je sais pas où ils sont là à prendre, pour débarquer. Donc voilà, vous saurez maintenant que Jean-Claude Duss, quand il court avec ses algues, ben ça vient de chez nous, tu vois. Ah, je savais pas. Et tu vois, je l'ai appris il y a quelques jours. Une belle anecdote. Et voilà, et ben ça, ce sera dans le prochain bouquin, tu vois. Tu l'apprendras. Tu sais déjà maintenant, voilà. T'as gagné une page déjà, tu vois. Comme ça, tu seras. Et donc la sortie, c'est prévu pour alors moi, prochaine. Comme ça m'a apporté beaucoup de bonheur la sortie qui était là, donc qui est sortie le 14 mai. Je m'en souviens parce que j'ai bataillé, parce que tu sais, il y a eu premier confinement, deuxième confinement, et j'avais peur que le bouquin, tu sais, parce que quand tu fais un livre, tu mets du temps, tu mets du cœur, s'il passe inaperçu sous les radars, ton livre il peut être mort-né en une semaine. Il faut savoir qu'il y a 20 livres qui sortent par semaine, tu vois. Je sais, et donc moi ça. Ma fille est libraire, non, je sais. Ah bah ta fille est libraire, donc j'espère d'ailleurs que je retrouverai son livre. Elle est à Paris. Oui, mais oui, elle est dans le 16e. On en parlera après. Non, pardon, je vais en parler après. Parce qu'il me semble que j'ai fait une blague d'ailleurs à un de tes fils qui est monteur, on s'en dit et je lui ai dit, j'espère que si j'y vais, il y aura le bouquin. Et il était un peu comme ça, je pense qu'il avait pas trop envie que j'y aille. Et juste pour la blague, je sais plus ce que je te disais. Oui, pourquoi il sortirait le 14 mai? Et j'espère que ça va sortir le 14 mai parce que ça m'a porté bonheur. Ah bah oui. Parce que ce livre à la base était prévu pour sortir en 2000 exemplaires. C'était le prix pour que l'éditeur s'en sorte financièrement, même si voilà, si tu connais un peu le milieu de l'édition, tu sais que à notre petit niveau, un livre c'est plus pour le plaisir que pour de l'argent, parce que ça prend du temps pour pas gagner grand chose. Et donc on avait prévu d'en faire 2000, et les 2000 ont été vendus en 2 semaines. C'était un phénomène assez incroyable. Sur les réseaux sociaux, les gens en parlaient. Et là, on est à 12 000, tu vois, donc on a pris 10 000 de plus, et on va en réimprimer, d'ailleurs, c'est un scoop que je te donne, pour Noël, 4 000 de plus, voilà, pour si les gens sont intéressés de lire ce livre, quoi. On est presque à la fin de l'interview. Ah, d'accord. Encore 2-3 petites questions. Pourquoi pas une version théâtre?
Ah, version théâtre. Pour la scène, je dirais une version scène. Alors, je t'avoue que je n'y ai pas pensé. Ça pourrait être marrant. Aussi. Oui, ça pourrait être tout à fait marrant. Après, moi, j'ai encore vu plus grand. Un film. Un film. Je t'avoue que, sans en dire trop, j'ai déjà été contacté parce que moi, c'est quand même le but un de mes buts de ma vie, c'est d'écrire un film. Par différentes personnes qui étaient intéressées par le projet. Donc pour moi, je les écoute, je veux voir ce qu'ils veulent faire, parce que moi j'ai déjà un scénario inspiré de ça, qui est déjà dans les tuyaux. Et donc j'attends, j'écoute, je me presse pas pour le moment, mais tu fais bien d'en parler, ça fait partie de mes projets. J'ai une question piège. Qu'est-ce qui ne serait pas bon dans le breton? Qu'est-ce qui serait pas bon dans le breton? Le beurre doux, parce que j'ai vu qu'il y a encore des restaurants qui osent proposer ou du beurre doux ou du beurre salé. Moi je vous explique, le beurre doux c'est comme l'huile d'olive, attention, ça se passe très mal, il faut le planquer. On leur pardonne parce qu'on est gentil, mais ça je veux plus en entendre parler, je veux plus voir ça sur une table d'un hôtel qui le laisse en Normandie. Le beurre salé c'est chez nous. Ah bah exactement, ouais. Bon bah merci beaucoup pour ces réponses merci. Assez intéressantes et parfois rigolotes. Écoute, merci vraiment pour ton accueil. Je conseille vivement Tout est bon dans le breton de Fabien Delettre.